Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Si tu tombes par hasard sur cet épisode, sache qu'il s'agit de la deuxième partie du cycle d'immersion de Geoffrey en Amérique latine. Je t'invite donc fortement à aller écouter le premier épisode sur son expérience en Colombie avant de te lancer dans celui-ci. Si c'est déjà fait, je te remercie chaudement et te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle immersion. Tu t'apprêtes à retrouver Mamita, Douaviko et tous les personnages qui t'ont marqué au cours du premier témoignage. Celui qui arrive dans tes oreilles a une tonalité cependant bien différente. Il pourrait te surprendre. En miroir des nouvelles réalités vécues sur le continent sud-américain, Geoffrey prend le temps d'évoquer sa vie en trouble, pour reprendre son expression. Il se livre à cœur ouvert sur sa santé mentale et sur le nouveau voyage très intime qu'il a débuté, non sans turbulence. Une exploration des profondeurs de son être qui l'invite à passer de diagnostic en compréhension de soi. Et si le voyage, ce n'était pas simplement se déplacer, mais prendre le temps d'être transformé au contact de ses propres réalités. Bon Geoffrey, on se retrouve là pour ce second épisode. J'ai trop hâte d'entendre la suite de l'histoire qui s'annonce tout aussi passionnante, tout aussi renversante. Du coup, au bout de 2 ans, tu as ce projet de repartir en Amérique latine. Comment ça se fait et quand tu pars finalement ? Salut Anto, ça me fait plaisir de te retrouver pour la suite de cette aventure. Merci pour ça, et ton écoute et ton intérêt. Ouais, donc là je suis sur ma pause. Je suis rentré de ce premier voyage, je construis ma tiny house, je commence à vivre dedans. Pendant le projet de tiny, je vis en van, dans mon vieux van aménagé, sans eau, sans électricité, sans chauffage. On avait vécu un hiver ou deux dedans, ça a été relativement dur. Mais en même temps, c'est trop ce qu'on voulait vivre avec Autumn, qui était ma chérie à l'époque. Et on avait vraiment envie de se frotter à cette vie sauvage. Donc ouais, c'était vraiment... Je mangeais sur le feu de bois, je survivais l'hiver à -8 dans le camion, on se lavait dans la rivière. C'était vraiment exigeant, fatigant. On retrouvait la sécurité des maisons de temps en temps. On était vraiment... Ça reste une sécurité de privilégié. Enfin, ça reste un choix de privilégié parce qu'on l'a choisi justement, de vivre comme ça. Mais ouais, ça a été très authentique. Et puis j'auto-édite donc ce carnet de voyage, et en fait la volonté que j'avais, c'était bien évidemment de retourner en Colombie pour retrouver Mamita notamment et tous ces gens chez qui j'avais vécu, offrir ce carnet de voyage aux personnes et aux familles et aux communautés qui m'avaient accueilli. Et surtout en fait je m'étais aperçu à quel point j'étais encore conditionné dans ce premier voyage, dans le sens où je suis parti en Colombie et je suis resté qu'en Colombie. J'aurais pu aller dans plein d'autres pays. Mais je m'étais donné 6 mois max. Je savais qu'à mon retour, j'allais donner des cours 8 mois après, quoi. Donc, dans ma tête, je me disais que c'était encore pas assez lâcher prise. Et donc, j'avais envie d'aller vivre ce voyage que j'idéalisais depuis toujours, qui était de partir sans rien, sans argent, sans plan et sans billet retour. Toi, me dire, vas-y, je fais ce que je veux. J'idéalisais, franchement, j'étais plein d'idéaux. J'idéalisais, toi, ces personnes qui partent et qui disent, je sais pas quand je vais revenir. Je sais pas.
Voilà, pouah, je trouvais ça magique en fait. Je me demande aujourd'hui dans quelle mesure je suis parti pour cocher cette case de cette personne-là, parce que je m'étais construit cette image de l'aventurier, du sauvage, de l'explorateur un peu finalement. Et je m'identifiais par rapport à ça, autour de mes proches et sur les réseaux et tout ça. Et donc ouais, j'avais envie de faire ce voyage-là, et j'avais de l'argent de côté. Et ça, c'est une vraie question sur laquelle j'ai envie d'être transparent, tu vois. C'est de l'argent que j'ai touché de mon grand-père, qui, suite à son décès, et ma grand-mère ayant Alzheimer, on s'est dit qu'il fallait checker leur patrimoine pour pas que ça parte tout à l'État. Et mes grands-parents étaient agriculteurs, leur cuisine c'était toujours une vieille cuisine en béton brut, un vieux néon qui grésille au-dessus de la table de la cuisine. On recollait la tapisserie à la farine et à l'eau. Et moi je me souviens, je recollais les ceintures de mon grand-père à la glu. Ils ne sont jamais rien autorisé. Et ma tante, quand elle est allée à la banque pour savoir combien ils avaient sur leur compte en banque, quand elle a vu la somme, elle a pleuré, quoi. Elle a pleuré de voir ces gens qui sont privés de tout alors qu'ils avaient de l'argent. Donc cet argent nous a été réparti, entre autres pour payer les pâtes de ma grand-mère et puis nous les petits-enfants. Et moi j'ai toujours eu du mal avec cet argent, à me dire dans quelle mesure j'ai le droit d'avoir cet argent, dans quelle mesure j'ai le droit de l'utiliser, dans quelle mesure je suis un putain de privilégié, dans quelle mesure c'est pas légitime tout ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui parce que j'ai cette sécurité-là. C'était vraiment dur de savoir quoi faire de ça. Aujourd'hui je suis pas encore pas en paix avec ça. Je vois que l'argent aussi, le manque d'argent permet la créativité, permet de se sortir les doigts, permet d'être innovant, permet de prendre conscience de la valeur des choses. Et donc là, je pars sur un deuxième voyage, un peu finalement sécurisé grâce à ça. Et ben le voyage n'a pas le même goût, en fait, quand on n'a pas dû bûcher pour pouvoir partir avec l'argent. Enfin, quand je parle de voyage, et pas de vacances, mais vraiment du voyage. Parce que j'ai rencontré quelqu'un pendant le voyage, justement, où moi je parlais de cette culpabilité d'être mal pendant mes voyages, d'être mal, d'être en confrontation intérieure. Il me disait, et ouais, mais en fait, on est en voyage et on n'est pas en vacances. Et ça, j'avais pas saisi cette subtilité-là. On n'est pas en vacances. Et bon, bref, du coup, j'ai toutes ces questions-là quand même qui émergent. Et je pars sur ce deuxième voyage en voulant ne pas avoir de date retour. Et c'est le cas. Je commence à imaginer tous les pays, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, l'Amérique centrale. Et donc, je me fais un peu toutes ces idées-là. Je repars. Un peu en mode, ouah, moi maintenant je fais ce que je veux, je suis un fou du voyage, je suis plus lié au conditionnement du travail, de mes parents, de ma famille, de je sais pas quoi. Et je laisse ma tiny à un ami qui vit dedans pendant que je suis pas là. Et je redébarque en Colombie. Et en fait, le voyage en Colombie a été méga dur. Tous les endroits que j'ai retrouvés, à chaque fois, ça a été l'enfer. J'arrive chez les Arhuacos pour commencer, je leur offre le carnet, tout ça, c'est génial. Et j'en profite pour participer à une retraite spirituelle pendant 10 jours, où vraiment pendant 10 jours, tout ce qu'on faisait avant, de quelques heures le matin, on le fait toute la journée, assis, à méditer, entre guillemets, à travailler. Et ça a été horrible pour moi, ça a été horrible. Sur le temps que j'ai passé là-bas, en tout, je sais pas, 2, 3 semaines, il y a eu que 1, 2, 3 jours où je me suis senti à ma place. C'était horrible et je me sentais coupable de ne pas me sentir bien. Ensuite, je suis parti de là. Le seule belle chose qui s'est passée, c'est que j'ai retrouvé Autumn, qui était donc ma chérie pendant quelques années, et on s'était séparés. Elle était en voyage en Amérique du Sud, justement. On s'est séparés pendant son voyage. C'était dur pour tous les deux. Là, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, on a une relation d'adelphité, de frères et sœurs magnifique. Mais voilà, du coup, c'était la première fois qu'on se retrouvait en physique, donc ça, c'était beau. C'était vraiment beau et on était vraiment de super amis, quoi. C'est eux qui se connaissent le plus au monde sans pour autant être en couple. C'était vraiment très beau. Et on s'est laissé donc là au nord de la Colombie. Elle finissait son voyage plus ou moins. Et fois que non, elle est restée encore un bon moment. Et moi, je suis retourné petit à petit, step by step, retrouver les différentes personnes de mon premier voyage. Herman, un vieux monsieur que j'ai rencontré sur le bord de la route, que je retrouve par chance de ouf parce que j'avais zéro contact, zéro adresse. Et je me dis, mais comment je vais retrouver Herman? Un monsieur qui m'avait accueilli, que j'ai rencontré dans un bus et qui m'avait accueilli chez lui, dans sa cabane toute brinque-ballante, un vieux monsieur. Et là, je pars en exploration, mais c'était trop drôle, quoi. Et là, je partais vraiment avec le fait de je ne sais pas où je vais dormir le soir, en fait. Je pars. Est-ce que je vais arriver chez Herman? Et si j'arrive pas chez Herman, où je serai? Est-ce que je vais dormir dans un terminal de bus? Est-ce que je vais dormir au bord de la route, dans la forêt? Déjà, j'étais beaucoup mieux équipé et du coup beaucoup moins équipé. J'avais plus que 10 kilos sur le dos. Enfin, en vrai, j'en avais beaucoup plus puisque j'avais tous les carnets de voyage et les cadeaux que je ramenais, mais du coup, non, j'avais 10 kilos à moi et 5, 10 kilos de cadeaux, j'en sais rien. Bref. Et j'ai réussi à retrouver Herman par le plus grand des hasards, c'était assez fou. Enfin, le plus grand des hasards.
de la détective privée, quoi. Et quand j'arrive, c'est son ami qui me voit et elle me dit mais Geoffrey, mais on parlait de toi à midi. Improbable. Je me retrouve chez Herman et en fait, je me sens trop mal dans cette maison. En fait, je me retrouve dans les conditions difficiles de la Colombie, mais en fait, que je vivais pas de la même façon 3 ans avant. 3 ans avant, je crois que c'est ce que je devais vivre, ces conditions horribles et dures et exigeantes. Et là, je me sens en inconfort, je me sens mal, je me sens. Waouh, c'était dur, c'était vraiment dur de me confronter à ça. Et pourtant, je m'étais fond... toute ma personnalité, je l'avais fondée sur cette capacité à être dans l'inconfort. Et là, je vois que c'est plus ce dont mon corps avait besoin, mais j'ai mis 5 mois à le comprendre. Parce que j'ai continué en me disant, vas-y, l'étape d'après, ça ira. Et je vais voir Mamita, le quartier. Ouais, je m'y sens trop mal. Je m'y sens trop mal parce que c'est la misère, parce que les enfants que j'avais rencontrés à 3 ans avant, bah ça y est, maintenant ils sont dans la rue et ça tape de la coke et ça bouffe des bonbons à longueur de journée sur un téléphone et machin, elle est malade et elle peut pas se soigner et cette maison, elle s'est écroulée et celle-là, elle est en train de tomber dans la rivière et eux, ils ont dû changer de maison, ils sont tristes. Et Mamita, il y a sa maison qui est en train de se fendre en deux et elle peut rien y faire. Je lui ai acheté des médicaments qu'elle devait acheter pour ses yeux. Elle avait son fils qui avait sa compagne à la maison, qui a une fille handicapée, qui a des grosses souffrances, donc dans la nuit on l'entend hurler, qui peut pas se débrouiller toute seule. Des trucs tout cons, mais toi, c'est des conditions où son fils il part à 3h, 4h du matin en moto pour aller travailler. La moto elle est démarrée, c'est dans le salon, tu vois. Toi tu dors, t'as la moto qui démarre à côté de ta tête, derrière la paroi de bambou, ça pue l'essence. Il y a des enceintes de musique qui tournent tout le temps partout. Ça pue la pollution plastique, les gaz d'échappement. C'était horrible. C'était trop, trop dur. J'arrivais pas à me retrouver à ma place. Et quand je suis parti de Las Colonias, Mamita, elle m'a regardé, elle m'a dit, je sais que tu ne reviendras pas. Et ouais, c'était vraiment dur d'accepter ça. J'ai retrouvé sa fille qui avait bougé en ville, qui était plus là au quartier, qui a des enfants, et je retrouve sa maison, enfin, l'appartement dans lequel elle vivait en ville, c'était un espèce de sous-sol en couloir. C'était un grand couloir en fait. Donc tout est dans le long. Les seules fenêtres, elles sont à 3 mètres de haut, au ras de la rue. Elle dort avec son compagnon, ses 2 filles, avec sa mère qui vient de temps en temps. C'est 3 filles, pardon. Et la machine avec laquelle elle fait les empanadas, donc pas, ou des galettes de maïs là-bas, qui vendent dans la rue, elle était cassée, il ne pouvait plus utiliser le moulin, donc il fallait tout refaire à la main, c'est un moulin électrique. Et son mari, en essayant de le réparer, le truc s'est enclenché, ça lui a déboîté l'épaule, et sa fille, quelques mois avant, elle s'est fait prendre les doigts dans la courroie, et elle a le bout des phalanges complètement atrophié. Et en fait, je fais face à cette détresse, à cette insalubrité, à cette insécurité, à ces inégalités qui me rendent barjot et qui me rendaient triste, en même temps mal, en même temps. Moi, je suis tellement empathique que j'ai trop du mal à faire face à ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Et tu sors de ça et t'as des pubs pour des épilations, t'as des pubs pour des terrains, t'as des pubs pour des maisons, des buildings, des trucs. Et c'est que des gens blancs, c'est que des peaux blanches, c'est que des. Ouah, ça me rendait malade de cette confrontation-là. J'étais trop mal. Et en fait, j'ai pas su ne pas rester longtemps dans toutes ces familles. J'arrive pas à voyager vite, en fait. Je m'intègre, je reste, je vis, en fait. Je ne voyage pas, je vis. Tout à l'heure, je disais que c'était un voyage, pas des vacances, mais en fait, c'était de la vie, c'était pas des voyages. Et donc, je vis chez les gens et je suis pas capable de juste passer. Et du coup, je m'imprègne de cette souffrance et je reste et je m'auto-lapide, en fait. Je me rendais compte que j'avais envie d'être avec des gens comme moi, avec mon niveau de richesse, avec mes privilèges pour pouvoir avoir les mêmes discussions et me sentir un peu plus compris ou en tout cas légitime de pouvoir parler de ma détresse dans laquelle j'étais. Je voulais être avec des gens donc, qui appartiennent plus au monde que je connais. Et en même temps, je pouvais pas être avec des gens comme ça, qui sont donc des voyageurs, hein, plus ou moins, ou alors quelques expats. Mais ben, je risquais pas d'être avec ces gens-là, puisque moi, je faisais que vivre avec des locaux ou des personnes locales. Donc du coup, j'étais juste en immersion totale encore, alors que tout mon corps disait que c'est pas ce qu'il voulait vivre. Mais j'ai l'impression que j'avais pas le droit de faire autrement, que ça aurait été hypocrite. Et je continue mon voyage comme ça, je retrouve Juan Carlos dans le sud, il est dans un état déplorable, la maison dans un état déplorable, enfin, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et là, donc c'est Juan Carlos, la dernière personne à qui j'offre le carnet de voyage. Et là, je me dis, ok, je vais enfin commencer à être libre, entre guillemets, dans le sens où j'ai offert tous les carnets de voyage, j'ai revu tout le monde. Maintenant, je fais ce que je veux. Et donc là, j'ai commencé à être dans des auberges, à être avec d'autres voyageurs, voyageuses. Ça m'a fait du bien de me retrouver avec des personnes, ben, du coup, avec qui je partageais un peu plus ça. En même temps, je trouvais ça un peu hypocrite aussi après ce que je venais de voir. Mais du coup, j'ai mis 3 ou 4 mois à sortir de la Colombie. J'ai passé 3 mois à m'infliger ça.
Et là, je traverse pour l'Équateur en me disant, allez, ça y est, je pars à l'aventure des nouveaux pays. Puis en Équateur, je me pose un peu sur une petite côte, faire du surf. Je commence à rencontrer d'autres personnes. Et en fait, je me sens terriblement seul. Je me sens terriblement mal. Je me sens terriblement pas à ma place. C'est horrible, horrible. Je peux pas expliquer dans quel état j'étais psychologiquement parlant. Il y a rien qu'à l'est. C'était une détresse catastrophique dont je prends conscience de l'ampleur que maintenant. Et voilà, 4 mois passent. Et là, je fais des rencontres de personnes avec qui je vais en Amazonie, dans une communauté indigène Quechua, pour 4-5 jours d'immersion avec eux. Et puis les personnes avec qui je suis arrivé repartent. Et moi, je décide, comme à mon habitude, de demander si je peux rester vivre avec eux, avec cette communauté-là. Et donc, ils me disent ouais, je ferai, ok. Et donc là, je vis à peu près un mois, je pense, avec les Quechua en Amazonie. Donc ça a été une immersion complètement folle, où je vivais dans une case, une espèce de cabane en bois et en toit de palme, comme d'hab, ouverte sur l'extérieur. Et là, on est en Amazonie, pas de réseau, pas d'eau, pas d'élec. Une humidité de ouf, bien sûr chaud, mais humide. Des pluies tous les jours, des pluies torrentielles et des conditions de vie, encore une fois, déplorables. Je vis solo, je fais mes feux dans ma case voilà, pour cuisiner. Et la journée, je suis avec la communauté pour faire les tâches un peu du lieu, quoi, de la communauté. Un jour, ramasser le maïs, un coup, couper l'herbe ici, un coup, ramasser ça, un coup, réaménager un chemin. On n'a aucun moyen de se contacter. Les maisons, elles sont parsemées dans la forêt, autour de la piste. Et des fois, on marche 30 minutes. En fait, on fait 2-3 km pour aller chez machin. Et puis, on s'aperçoit qu'il n'est pas là. Ah ben, demi-tour. Et on a marché pendant 1 heure et demie. Mais on peut pas faire autrement. Et c'est ce temps-là, ce temps long qui est retrouvé aussi, qui est ouf. Eux, ils étaient un peu hallucinés de mon indépendance et de mon autonomie. Au début, Augustine, qui était mon plus proche voisin, un ancien, venait pour me faire mon feu, pour m'apporter à manger. Et je lui faisais comprendre que je sais faire un feu, que j'ai ma popote, que j'ai mes vivres, que j'ai... je bois d'eau de pluie qui est contenue dans un bidon et qui commence à stagner s'il commence pas à avoir de pluie. Quand il commence à avoir des bêtes qui nagent dedans, tant pis, je la bois quand même, hein, j'ai que ça. J'ai mes petits panneaux solaires. Et puis le soir, c'est à la bougie et au feu de camp de toute façon. Et donc c'est assez rigolo, j'avais un peu eux ils m'appelaient El Tigre. Ouais, parce que j'avais ce truc de débrouille et d'aller me baigner dans le petit plan d'eau à côté, alors qu'ils me disent qu'il faut pas le faire parce qu'il peut y avoir des anacondas. Ils avaient une image très stigmatisée des Blancs et des Occidentaux, des Français. Ils avaient peur pour moi. Et donc moi, petit à petit, voilà, j'intègre cette communauté. C'était dur aussi, mais en même temps, je me le cachais. Mais en même temps, c'était dur. En même temps, j'y pensais pas. En même temps, je me disais que c'était génial. Enfin, c'était trop bizarre les allers-retours que je faisais. C'était vraiment une période étrange, vraiment étrange. Et une des pires tâches que j'ai faites, c'est celle du balsa, où il faut ramasser les bois de balsa, des troncs énormes qu'on porte sur l'épaule à travers la forêt, pour ensuite le vendre à un prix dérisoire, dans des conditions de danger tout le temps. Enfin, c'était horrible ce travail-là. C'était pour moi un coup de massue, et de me voir que eux ils travaillent comme ça, quoi. Qu'ils aient des enfants à allaiter, qu'ils soient enceintes, qu'ils soient vieux, qu'ils aient les genoux tout tordus. Enfin, ouais, c'était vraiment violent pour moi. Et les gens magasinaient de la fatigue et de la fatigue et de la fatigue. Et des conditions de dingue, de la chaleur, de l'humidité, des bestioles qui piquent, tout pique. Enfin, et j'avais un projet de descendre une rivière en radeau, de construire mon propre radeau et de descendre la rivière. Et donc là, je trouve une rivière sur Google Maps en hors connexion, toujours pareil. Et je commence à la dessiner à la zob sur un bout de papier pour estimer un peu les virages, les distances. Et Alfredo m'a beaucoup pris sous son aile là-bas. Il m'a appris plein de choses sur les plantes, où trouver de l'eau, où manger, comment construire mon radeau, de quels animaux me méfier, les crocodiles, les caïmans, les anacondas, comment, le jaguar, comment. C'était super intéressant. Et j'ai appris plein de trucs, il m'a vraiment appris plein de trucs. Il m'a coupé une grosse planche de bois dans un arbre pour que je me taille ma rame. Donc je me suis taillé ma rame à la machette. J'ai mis beaucoup d'énergie. En même temps, je commençais à parler du projet et tout le monde... Il y en a qui disaient mais t'es malade. Il y en a qui disaient c'est hors de question qu'on te laisse faire ça, c'est trop dangereux. Il y en a qui rigolaient de cette audace. Alfredo, lui, il y croyait dur comme fer. Il voulait même m'accompagner. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de bambou là-bas. Et moi, c'est en bambou que je voulais le faire, que je pensais le faire. Et donc lui, il m'apprenait un peu la technique pour faire un radeau en balsa, mais c'est long. Et puis après, il n'a pas été là pendant longtemps, donc j'attendais un peu son retour. Et je voulais en parler qu'avec lui, parce que je sais que lui ne m'aurait pas empêché de le faire. Et tout le monde commençait à...
fantasmé sur le jaguar, sur le caïman, sur les courants, voilà, il connaissait pas cette rivière, cette partie-là. Et puis, plus le temps passait, plus je m'épuisais à devoir argumenter, à devoir essayer de pas me justifier, à me dire mais comment je vais faire. Et à un moment, il y a eu plusieurs arguments décisifs. Le fait qu'il y ait une communauté, les Waorani, qui sont en quête de vengeance et qui auraient pu éventuellement me décapiter si je tombais sur eux. Et en même temps, on ne sait pas si c'est de l'ordre de la légende et si ça allait vraiment être le cas. Je commençais à abandonner, je commençais à partir de la communauté. Là, je rencontre quelqu'un d'autre qui me dit qu'il pourrait m'accompagner. Puis finalement, il y a une grosse grève nationale qui s'annonce, donc tous les bateaux, qui sont les bus finalement de l'Amazonie, toutes les routes allaient être coupées, ça allait être compliqué. Donc là, ça y est, je décide. Un soir, je dis c'est mort, j'en peux plus quoi. J'étais en bout de course, vraiment j'étais sous perf en fait. C'était abusé comme je maintenais pour ce projet. Et quand j'ai dû l'abandonner, j'ai chialé parce que je crois que c'est un projet que j'ai toujours voulu faire. L'Amazonie. Je crois que j'ai toujours voulu vivre un truc là-bas, encore une fois, pour démontrer un truc, pour cocher un truc, j'en sais rien, mais depuis que tellement jeune, je suis fantasme de ce lieu. Là, d'abandonner ce projet, ça a été mais tellement dur. Et puis j'avais des amis qui comprenaient pas, qui me disaient mais arrête de t'entêter. Enfin, c'était des caprices, rien n'allait, rien n'allait. J'étais dans un état mais horrible. Finalement, je suis parti sur un coup de tête au Honduras pour faire de la plongée en apnée parce que c'était un rêve que j'avais. Et en fait, c'était pareil, ça a été horrible. Je me suis senti tellement seul, Puis bon, j'ai fini par rentrer en France en me disant, j'étais perdu, je savais plus qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je voyage, est-ce que je voyage pas, qui je suis, je rentre en France, ça va pas du tout mieux. Et donc on est en avril 2023 là. J'ai passé 5 mois en Amérique du Sud à nouveau, avec plein de questions sur mes privilèges de riche, mes privilèges de blanc, mes privilèges d'homme, à me dire mais pourquoi je fais ça, pourquoi je suis parti loin comme ça, pourquoi je prends l'avion, de quel droit je fais tout ça, quelle valeur ça a. Et puis aujourd'hui je suis pas plus heureux et je vois des gens qui ont juste suivi des chemins conventionnels et qui sont heureux. Enfin bref, ça m'a bien plaqué au sol. Et donc ça fait un peu plus d'un an à l'heure où je parle là, puisque là on est en juillet 2024. Et je viens de passer en fait une année très 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 dure, notamment question de santé mentale. J'ai entamé des démarches en psychiatrie, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clarté sur mon neuroatypisme et sur ma santé mentale, quoi. Et aujourd'hui, je commence à comprendre peut-être les maladies dont je souffre, sur lesquelles je suis en cours de diagnostic, les maladies mentales. Et je me dis que avoir refait ce voyage dans ces conditions-là, c'était sidérant en fait. Et c'est exactement ça, je me suis retrouvé en sidération. Voilà, je me suis mis dans des situations que mon esprit, que mon corps n'était plus capable de supporter. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et aujourd'hui, je vis quelque chose de totalement nouveau. Déjà, je n'ai jamais été aussi proche de la compréhension de moi-même. Donc je comprends la suradaptation dont j'ai toujours dû faire preuve. Et aujourd'hui, je décompense de tout ça énormément. C'est à la fois très dur et salvateur, je crois. J'ai jamais été aussi proche de quelque chose. Et en même temps, je manque pour la première fois de ma vie, et ça c'est tellement nouveau. Je manque, je désire vivre quelque part, je désire m'ancrer, je désire ne plus bouger dans tous les sens. Et ça, j'avais jamais vécu ça. De ne plus bouger, de ne plus avoir la bougeotte, parce que je crois que dans la bougeotte, je cherchais la fuite et je cherchais le... En fait, je croyais toujours qu'ailleurs serait mieux, et notamment dans le voyage. Je pensais toujours qu'ailleurs serait mieux, que... En fait, je réalise que ça fait 30 ans de ma vie que je vais pas bien, à part quelques exceptions. Et donc forcément, être dans le nouveau tout le temps, et surtout dans la survie, ça me fait oublier tout ça. Et dans la survie, c'est sécréter toutes les hormones, notamment celles dont je suis en déficit, et c'est oublier le reste, c'est devoir survivre. Et pourquoi je me suis mis en situation de stress comme ça en bivouac, en situation de stress en voyage, ou même dans ma vie quotidienne, c'est que ça me, ça me permet d'éviter tout ça. C'est finalement peut-être des stratégies d'évitement. Et dès que je suis confronté à l'ancrage ou au repos, ben je me prends ça en pleine figure. Donc là, pour la première fois, je pense à l'ancrage et je le désire. Et ça m'était jamais arrivé. C'est un gap de ouf pour moi. Et un copain m'a dit un truc très beau un jour. Il m'a dit, mais finalement, en fait, ton voyage, il aura duré 3 ans. Si ce n'est plus, bien sûr. Mais les 6 mois en Colombie, les 2 ans à ton retour, et les 5 mois de ton deuxième voyage, en fait, c'était la clôture du premier, peut-être. Et ça m'a fait du bien de le voir comme ça, parce que j'ai l'impression de voir le deuxième voyage comme un échec.
et de le voir peut-être comme l'aboutissement du premier. Et du coup, l'entre-deux en France, c'était la suite du voyage et non pas un retour. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vis vraiment ce retour en étant aujourd'hui ancré, installé quelque part. Quand bien même je reste dans une maison nomade, hein. Peut-être que je garde ce filet de sécurité-là, mais c'est quand même un gros bébé à rendre nomade, donc je le déplace peu et j'ai plus envie de le déplacer autant qu'avant. Et aujourd'hui, je me sens bien là où je suis, avec les gens avec lesquels je suis, et ça, c'est un peu un nouveau chapitre qui commence. Donc là, ma nouvelle aventure, c'est un voyage, mais encore plus profond à l'intérieur, qui est plus de l'ordre de la spiritualité, qui est plus de l'ordre du développement personnel, mais qui est vraiment de l'ordre de la santé mentale et ou de la psychiatrie. Et je crois que c'est le voyage le plus, le plus révélateur que j'ai vécu, mais je pense que tous l'étaient à leur étape à chaque fois. Et dans 3 ans, je dirais pareil d'un nouveau voyage, j'imagine, quel qu'il soit. Voilà, Anto, j'ai pris la parole et je me suis pas arrêté, mais un peu le récit de ce deuxième voyage et de son retour et de tout ce qui bougeait à l'intérieur de moi. Merci beaucoup Geoffrey, je pense que c'est hyper important de parler de santé mentale et je pense qu'on en parle de plus en plus, même si ça reste un sujet très tabou. Donc merci beaucoup d'en parler. Merci d'évoquer ce sujet alors que c'est un sujet qui est vraiment pas simple, qui est hyper intime. Moi, je pense que c'est hyper intéressant au final de voir la profondeur qu'a ce voyage parce que souvent même dans les podcasts que je fais et tout, certes on va très en profondeur sur tous les apports du voyage, tout ce qui permettent, même en termes émotionnels, psychologiques, etc. Mais on va souvent quand on parle de voyage, en fait, on reste dans les choses très superficielles de je me suis déplacé dans tel endroit, je suis allé à la rencontre de telle personne, j'ai vécu telle chose et comme tu dis, on en reste au fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Sans parler des choses plus profondes que ça peut remuer aussi en soi. Donc, merci beaucoup d'aborder aussi ce sujet et surtout de te mettre à nu maintenant et de dire aussi, de parler de ce voyage retour en Colombie qui s'est pas si bien passé au final, qui était extrêmement difficile pour toi. Et je trouve ça hyper important de l'évoquer, de ne pas en rester seulement à ce premier voyage qui était de l'ordre de la découverte, de l'ordre du vécu qui t'a apporté aussi énormément, de voir ça comme un tout. Et c'est ce tout qui t'apporte aujourd'hui et qui fait que tu te poses ces questions et tu vis ce nouveau chapitre. Tu m'en parlais aussi avant le début de cet épisode que c'est difficile, mais en même temps, c'est un épisode super joyeux que tu vis aussi avec un certain apaisement, je pense. Moi, je le vois en tout cas aussi là, même si ça reste super difficile et que tu avances petit à petit là-dessus. C'est vraiment super inspirant. Donc, merci beaucoup d'évoquer ce sujet. Et ouais. Ouais, merci Anto, t'as bien résumé. Pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, en effet, aujourd'hui, si les gens me disent Salut Geoffrey, comment ça va? Si ma réponse elle est honnête, c'est non, ça va pas. Comparé à ce qu'on entend de ce que c'est aller bien. Et en même temps, 2 choses. Déjà, j'ai l'impression d'avoir plutôt vécu la majorité de ma vie dans cet état. Donc, de un, c'est un truc que je connais assez et qui me paraît être un peu pour moi une norme. Et surtout, non, ça va pas parce que c'est très remuant, mais j'ai jamais eu autant de lucidité. Et l'autre jour, j'ai une amie qui m'a dit à quelle époque de ma vie j'aimerais revenir. Et en fait, je lui ai dit aucune, parce que aucune n'a été vraiment si joyeuse que ça. Elle m'a dit, mais même quand tu étais en Colombie et tout. Et pourtant, je vous en parle, toi, je me suis senti dans un alignement de ouf. Hein. Mais je m'aperçois dans quel, en fait, tout ce que j'avais encore pas saisi, tout ce après quoi je courais, tout ce à quoi je palliais. Et, et je crois que si je devais revenir à un moment de ma vie, ce serait maintenant. Parce que
même si ça va pas. J'ai jamais été aussi conscient de ça et avec autant de clés de compréhension. Voilà, je trouve ça beau en fait de vivre aussi les orages. Alors clairement, j'ai passé des trucs où j'aurais pas envie, hein, c'est trop facile de le dire après, mais il y a des moments de détresse qui sont graves. Mais aujourd'hui, on est aussi dans une culture du positif et de la dictature du positif, à aller chercher le bien, à aller bien, et j'ai pas envie de ça. Des fois, ça me fait aussi du bien d'accepter que là, je vais mal. Bon, je dis ça parce que là, je suis dans une phase plutôt de conscience et d'arriver, j'ai l'impression à quelque chose, mais quand c'était très dur, c'était bien évidemment pas facile de se dire ça, voire impossible. Et du coup, j'ai un projet de BD mental. J'ai un projet de BD là que j'ai commencé sur la question de la santé mentale et sur mon expérience à moi pour voilà encore un nouveau média par le dessin, beaucoup plus ludique et accessible pour parler encore de ces sujets qui sont à mon sens un peu trop tabous et qui touchent quasiment beaucoup de personnes, voire tout le monde, sans même parler de troubles de santé mentale. Voilà. Et est-ce que je peux parler du dernier voyage qu'on a fait? Ouais, carrément, bah déjà, enfin, la BD sur la santé mentale, incroyable comme projet. Trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, avec plaisir, enfin, trop envie de savoir quel était ton dernier voyage. Et bah justement avec mon coloc, on est parti il y a pendant une semaine ou 10 jours là. On avait envie de passer du temps ensemble et on s'est dit on part sans savoir où on va. On fait du stop. Quand les gens s'arrêtent, on dit qu'on va au même endroit qu'eux et on part avec notre sac rempli de paillettes et de déguisements. Donc on était déguisés pendant 10 jours avec une boule à facettes accrochée au-dessus de nos sacs à dos, une énorme enceinte de musique. Et on est parti faire kiffer les gens en fait, danser dans la rue. On avait des diadèmes de princesse. On avait pendant tout le voyage, on avait nos diadèmes. Les gens nous disaient qu'on était les princesses voyageuses. Et on faisait du stop au péage, on faisait les cons sur les aires d'autoroute, sur les voies d'insertion. Les gens s'arrêtaient pour nous prendre. Et c'était un trop beau voyage parce que de une, il m'a rappelé que déjà, il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre des trucs de ouf. De deux, moins on a, plus on rencontre. Parce que du coup, on n'avait nulle part où dormir. On n'avait pas de quoi voyager, bouger, etc. Ensuite, on a partagé du kiff. On a partagé des paillettes, des couleurs, des trucs qu'on n'ose pas faire parce qu'on se trouve ridicule. Et nous, c'était pas toujours facile, hein. Mais en fait, de venir casser ces images et ces conditionnements qu'on est censé avoir, qu'on doit avoir, et oser, soi-disant, pas être ridicule, et en fait, être inspirant finalement. Parce que ça fait du bien de voir des gens qui font ce que nous, on n'ose pas faire. Alors on faisait face à ceux pour qui c'était inspirant, à ceux qui aimaient ça et venaient jouer avec nous, et ceux qui se trouvaient impactés dans justement dans leur rigidité. On est allé, bon bref, ouais, c'était ouf de voir cet aspect d'arc-en-ciel en fait. On reçoit des messages de gens qui nous disent encore aujourd'hui, mais merci pour les arcs-en-ciel qu'on a croisés sur la route. Dans leur quotidien, ils nous accueillaient chez eux, c'était en semaine, voilà. Euh, et après, ce qui était très beau, c'était d'arriver en ville à 21 h au bout d'un moment et de se dire, de pas avoir de peur, de se dire, il se passera forcément un truc, on trouvera forcément quelque chose. Et d'arriver à 21 h, d'aller trouver les endroits les plus cools de la ville, de se poser, d'aller tchatcher avec les gens ou pas, parce que vu comme on était accoutrés, les gens venaient même nous parler. Et à la fin de dire, bah, en fait, on a nulle part où dormir, est-ce que vous avez des potes, des trucs, des machins, et puis de finir dans des soirées, de finir chez des gens. Voilà, c'était trop beau de voir la confiance en l'imprévu et en le fait de ne pas prévoir. Et du coup, c'était un voyage totalement différent. J'avais jamais voyagé comme ça. Je crois que c'était un rêve que j'avais de voyager comme ça, sans savoir vraiment où j'allais dormir, en stop, de dire qu'on va aller au même endroit que là où les gens vont aller, et en plus de ça, d'être totalement déguisé. Voilà, c'était trop, trop cool. Et puis avec un pote, un pur pote, quoi. C'était trop beau. Donc on est parti de Lyon et on a débarqué à Quimper une semaine après. Voilà, ça c'était notre dernier voyage et maintenant je suis de retour à la maison et je suis bien à la maison. Je suis content d'être là. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis bah, on verra ce que réservent les prochaines aventures. Trop marrant, cette expérience de stop, là, ça donne grave envie d'en vivre une similaire aussi. Au final, tu as vécu un peu ce que tu avais envie de vivre aussi sur ton retour en Amérique latine, parce que tu as dit que tu étais parti, tu voulais partir sans date de retour, tu voulais vivre les imprévus, enfin, tu voulais rien définir, rien paramétrer, etc. Et au final, tu l'as vécu de la manière dont tu l'as vécu, tu nous l'as exposé. Et là, c'était intéressant d'avoir juste ce petit passage de 10 jours et tout, et de dire, ben, je suis revenu chez moi, je suis revenu ici, je manque, mais je peux avoir ces petites parenthèses là où je vis, enfin, tu dis, enfin, c'est super intéressant, tu dis que tu compares le voyage et la vie, enfin, tu dis, bah ouais, mais est-ce que c'est un voyage? Bah finalement, non, c'est juste la vie, et en fait,
Je pense que c'est hyper intéressant de se questionner sur ce sens-là du voyage. Ben, qu'est-ce que c'est que le voyage? Des fois, on utilise ce mot à toutes les sauces. Lire, ça peut être un voyage. Regarder un film, ça peut être un voyage. Danser, chanter, peu importe. Faire des rencontres et tout. Et moi, ça me questionne toujours sur c'est quoi la définition d'un voyage? C'est peut-être pas juste un déplacement géographique et tout. Du coup, je trouve ça super intéressant. Et ouais, pour conclure, est-ce qu'on peut, ben, t'as parlé du carnet de voyage, t'as parlé des ressources en tiny house, t'as parlé de la BD sur la santé mentale qui sortira un jour. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh ben, alors déjà, si on tape Geoffrey Sellard sur Internet, tu tomberas forcément sur quelque chose. J'ai un site Internet qui est geoffreycl.fr. À partir de là, il y a tout. Il y a la partie aventure, avec le carnet de voyage et tout ça, qui elle est partagée sur Instagram sous le nom Carnet de route, mais avec le chiffre 2. Donc carnet, chiffre 2 et route. Et la tiny s'appelle La Cabane Mini Habitat. Il y a un site Internet dédié. Il y a une page YouTube, une page Instagram avec le même nom, La Cabane-Mini Habitat. Et puis, ben, en s'abonnant aux newsletters ou en suivant les comptes Insta, il y aura des nouvelles, des infos notamment sur cette BD qui, à mon sens, s'appellera sur une page que j'ai déjà créée qui s'appelle La vie en trouble. Je pense garder cette page-là, donc ce sera peut-être ce nom-là, mais à voir. Génial, bah, trop hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle aventure en France. Bah écoute, Geoffrey, merci beaucoup pour ces deux témoignages hyper intéressants. Deux épisodes complémentaires qui forment ce petit cycle de ce voyage de 3 ans. Donc merci beaucoup d'avoir témoigné, c'était fascinant. Enfin, je suis resté accroché à tes mots du début à la fin, donc merci beaucoup pour ça. Je pense que ce sera pareil pour les personnes qui nous écoutent, vous nous direz. Merci. Merci Anto, merci de ton intérêt, d'être venu jusqu'à chez moi pour ça. Merci pour les émotions que tu as vécues en face de moi pendant que je parlais, ça m'a beaucoup touché en fait. Ça m'a beaucoup touché et je suis très heureux en fait de le partager. J'ai souvent très peur de l'ego, de la quête d'ego et de la démonstration dans mes discours. Et par les émotions que je voyais chez toi, ça me rappelle à quel point c'est important de partager ça. J'entendais une fois quelqu'un qui me disait ce qu'on peut faire d'un voyage solo, c'est le ramener aux autres. Et moi, je crois que je me suis éduqué et j'ai grandi et je me suis inspiré grâce aux gens qui ont partagé des livres, des podcasts, des vidéos, des photos, des récits, des expériences. En fait, je crois que c'est ce qui me plaît en fait, c'est de partager justement tout ça en guise de quoi? D'inspiration, d'éducation, de transmission, d'éveil ou juste de plaisir. Et du coup, ça me fait plaisir d'être aussi de ce côté-là de la balance. Voilà. Donc merci pour ça, Anto, parce que c'est grâce à toi et à ton contenu aussi. Trop chouette. Ben, je suis certain que ça va inspirer beaucoup de monde, que ça va éveiller aussi beaucoup de monde. Et je pense que les thèmes que tu as évoqués vont toucher aussi beaucoup de personnes, ton vécu. Donc merci à toi et ben, je te souhaite une belle fin d'après-midi. Merci Anto et merci à toutes celles et ceux qui écouteront ce podcast. Et n'hésitez pas à envoyer un petit message, soit à Anto, soit à moi, soit aux deux, pour savoir ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de savoir ça. C'est la première fois que je chante dans un podcast. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.